l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 12 de la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont, avec aujourd'hui Jeff Nunez et Fred Vernat. Messieurs, bonjour. Salut Martial, salut à tous. Salut Martial, salut Fred. Alors, la question du jour, parmi les joueurs de l'ASM, qui mériterait de jouer chez les Bleus? On va rappeler que les Bleus, si je ne dis pas de bêtises, jouent contre l'Écosse. Ce sera, j'ai un coup de mémoire, samedi, c'est ça? Dimanche. Alors, selon Fabien Galtier, je dirais pas grand monde, puisque le sélectionneur du 15 de France n'a retenu aucun Clermontois pour les matchs face au Pays de Galles et face à l'Irlande, et qu'il a seulement retenu Liberty Raka pour le match face à l'Écosse, qui est donc prévu dimanche. Est-ce que c'est justifié selon vous, Fred? Oui, ça me semble. J'allais mettre une exception près, deux exceptions près. Il y a évidemment, Damien. Non, mais il y a évidemment Damien Penaud qu'on est obligé de considérer évidemment comme un incontournable au sein de l'équipe de France et qui est blessé actuellement. Il est blessé, voilà. Il a évidemment toute sa place dans cette équipe et moi j'aurais tendance à mettre. Alors il l'avait mis dans un premier temps, il l'a retiré, mais je trouve que Sébastien Bézi a toute sa place dans cette équipe de France. Jeff? Alors écoute, moi je suis très honnêtement, la sélection de Raka m'étonne un peu. Tant mieux pour lui, au contraire, c'est très très bien de retourner en équipe de France. J'ai pas trouvé qu'il avait été particulièrement pas brillant, mais intéressant dans ce qu'il avait fait en championnat. Non, là où je rejoins totalement Frédéric, c'est que le problème, il est plus conjoncturel que par rapport au niveau de jeu des joueurs. Il est conjoncturel avec la blessure de Damien Penaud, qui est éloigné des terrains et qui, on l'espère, pourra revenir pour les jeunes et grandes échéances internationales. Et là où je rejoins Fred totalement, c'est sur l'absence de Bézi. Parce que ce garçon, il a pris des risques en quittant le stade toulousain. Il s'est mis en danger en venant chez Morgan Parra, quelque part, chez un cador des numéros 9. Il s'est mis en danger pour essayer de gagner et du temps de jeu et de l'exposition par rapport à l'équipe de France. Et on peut dire que son pari, il a été réussi pour l'instant. Il réalise un début de championnat de très très bonne qualité avec l'ASM. Et surtout, il a un niveau de jeu moyen très élevé. Il ne descend jamais en dessous d'un certain niveau de jeu. Et je pense qu'il aurait tout à fait mérité d'être non seulement appelé, mais surtout gardé et conservé. Après, on va nous dire, oui, il y a Dupont, il y a Serein. Et c'est vrai que et Couillou aussi, c'est vrai qu'il y a du monde à ce poste-là. Et Couillou. Donc, mais c'est vrai qu'un sélectionneur, c'est pas. Être sélectionneur, c'est quoi? C'est pas toujours prendre les meilleurs joueurs à leur poste, c'est prendre les joueurs qui joueront le mieux ensemble. Et peut-être que la philosophie de Galtier, elle est différente de celle de Brunel. Il a un peu plus le droit à l'erreur, il a un peu plus de temps. On a l'impression que le président Laporte lui met un peu moins de pression au sélectionneur actuel. Et d'ailleurs, ce sélectionneur lui a quelque part aussi renvoyé l'ascenseur pendant la campagne pour la candidature à l'élection à la présidence, en disant que si Laporte partait, lui aussi s'en allait. Donc voilà, il y a un attelage qui se comprend, qui communique bien ensemble. Et puis il a le temps de travailler, Galtier. C'est pour ça que il peut se passer de certains joueurs que nous, on pourrait considérer comme incontournables. Et il a aussi décidé de faire un peu de nettoyage et table rase du passé, parce que il y a des joueurs qui… Bézi, il s'inscrit pas dans cette table rase du passé. Il compte évidemment des sélections en équipe de France, par exemple. Il a 27 ans. Je pense à Arthur Iturria, par exemple, qui était appelé à avoir une longue carrière internationale et qui, au lendemain de la Coupe du Monde, a quasiment disparu des écrans radars. Alors, est-ce que c'est parce que Galtier le préfère à un certain endroit plutôt qu'à un autre? Je ne sais pas. Alors, il y a des joueurs internationaux qui ont pris leur retraite aussi, ou qui ont annoncé ne plus être appelés en équipe nationale. On pense à Sébastien Vermaelen, mais il y a du monde qui potentiellement pourrait être appelé, mais je pense qu'entre 2 et 3 au maximum sélectionnés, on n'ira pas au-delà. Dans les 6 mois à venir, peut-être que dans un an, avec l'éclosion d'un Fischer, pourquoi pas.
Bon, alors c'est dur de le couper, l'ami Jeff, mais on va essayer de procéder par ordre. Donc Raka et Penaud, bon, ça fait quand même pas beaucoup. On va essayer de voir qui pourrait porter éventuellement le maillot tricolore dans les semaines, les mois, les années à venir. Alors, a priori, de ce que tu dis, en tout cas, Jeff, pas grand monde. On va procéder rapidement par ligne. On va commencer par les joueurs de première ligne au sein de l'ASM, en rappelant que 2 Clermontois ont déjà porté le maillot tricolore, si je ne dis pas de bêtises, Slimani et Falgou. Est-ce qu'au sein de la première ligne clermontoise, il y a des joueurs qui pourraient porter le maillot tricolore, sachant que bon, il y a du beau monde dans la sélection de Fabien Galtier? En première ligne, ça me semble compliqué. Attends, Fred. Je dois rajouter Adrien Pellissier quand même, qui a été international avec Pinel. Merci. En première ligne, ça me semble compliqué. Il y a une histoire d'âge aussi. Je pense notamment peut-être à Slimani, qui est pas gravataire, hein, et qui doit avoir une toute petite trentaine, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est pas rédhibitoire, surtout à ces postes-là, mais pour autant, je trouve que c'est surtout des questions de profil, et même pas forcément de niveau, mais de profil, et pour le jeu prôné par le 15 de France tout en mobilité. Je ne sais pas si les premières lignes actuelles de l'ASM se prêtent parfaitement à ce registre-là. Moi, j'essaye de parcourir dans la tête la première ligne clermontoise. Je dirais qu'il y a peut-être Pellissier, pour moi, avait le niveau international, mais bon, et d'une génération, c'est pareil, c'est comme Slimani qui a peut-être laissé passer son tour. Peut-être Fourcade, je pense que Fourcade, qui est passé beaucoup par les sélections de jeunes avec les Bleuets, Fourcade, à terme, je ne parle pas tout de suite évidemment, mais d'ici quelques années, c'est quelqu'un qui peut avoir le potentiel pour être dans les 3 talonneurs de l'équipe de France, c'est envisageable. Au-delà, ça me semble compliqué. Alors, on va passer vite fait parce qu'on a déjà pas mal parlé. On va passer sur la deuxième ligne. La deuxième ligne, Jeff, est-ce que tu vois des prétendants? On pense éventuellement à Paul Gédrasiak, puisque Vamaina, tu l'as dit, il a décidé de mettre un terme à sa carrière en bleu suite à son expulsion en Coupe du Monde l'année dernière. À part Gédrasiak Alors, c'est très bien d'ouvrir le dossier Paul Gédrasiak. Il y a 8 mois, je t'aurais dit que je n'étais pas persuadé. Vu le niveau des productions actuelles de Paul Gédrasiak, je me dis qu'il peut tout à fait être appelé ou rappelé pour un rassemblement du 15 de France. Il a tout ce qu'il faut dans son arsenal physique, dans son bagage technique et dans sa caisse physique aussi pour tout simplement amener quelque chose à cette équipe de France. Alors, puis, il y a un point essentiel quand même par rapport à Gédrasiak, c'est peut-être l'endroit du terrain où il y a le moins de concurrence, sans être trop critique avec ceux qui sont en place, qui font du bon boulot. Mais c'est vrai qu'en deuxième ligne, il n'y a pas un réservoir français qui me semble considérable. Donc on se dit qu'un Gédrasiak qui a 27 ans, qui semble être à nouveau sur la pente ascendante, il y a peut-être une petite place, ouais, effectivement. Messieurs, on va passer à la troisième ligne. Tout à l'heure, tu parlais d'Arthur Ituria. Forcément, on pense à lui. Le problème, c'est qu'il est blessé pour un petit bout de temps. On sait que Lapendry et Cancorier ont porté le maillot bleu. Alexandre Fischer, lui, avait été appelé par Fabien. Il est dans les petits papiers. Fischer est dans les petits papiers déjà. Il avait dû renoncer parce qu'il était blessé. Fischer, ça peut être une option pour le sélectionneur, Fred. Clairement, parce que moi je considère la troisième ligne comme peut-être l'endroit du terrain où, à l'inverse de la deuxième ligne, où il y a le plus de concurrence. Là ça me semble, c'est énorme. Là, il y a déjà une troisième ligne en place. Là, les Cross, Aldridge, Olivon me semblent partir avec beaucoup d'avance. Il y en a beaucoup qui arrivent derrière, les Camara, les Macalou, Jelonche et j'en passe, c'est des meilleurs. Là, donc il va falloir faire sa place, quoi. Ouais, là c'est dantesque, mais pour autant, Fischer, il a un avantage, peut-être plus que, par exemple, Cancorier, où c'est qu'il présente
je trouve un profil un peu différent de tous ceux que je viens de citer là, ce profil d'emmerdeur, j'allais dire, de plaqueur, de gratteur surtout de ballons. Il y a des gars qui grattent des ballons là dans ceux que je viens de citer, mais lui, c'est vraiment un dur au mal, et je ne sais pas s'il y en a tant que ça dans les noms qu'on a évoqués. Jeff, fan également d'Alexandre Fischer? Écoute, dans le profil troisième ligne pénible, solide, gratteur, capable de tuer des offensives adverses et de te récupérer 1, 2, voire 3 ballons par match, et ces ballons qui sont les plus chauds, il a toutes mes faveurs, et je pense, comme disait Fred, il est dans les petits papiers du sélectionneur. Peut-être qu'en effet, il y a abondance de biens en ce moment, mais je reste persuadé que c'est un profil et c'est un jeune joueur qui est suivi et qui sera peut-être lors du prochain tournoi, s'il peut avoir lieu, ou une tournée éventuelle, il sera obligatoirement testé, je pense. N'oublions pas Cancorier quand même. Cancorier, 24 ans, il me semble qu'il a encore une très grosse marge de progression, ne l'oublions pas. Alors, je voulais qu'on parle des demi, mais on en a déjà un peu parlé. On a parlé notamment de Sébastien Bézi. Donc, on va passer par rapport aux demi d'ouverture. On sait que Camille Lopez n'a pas forcément tiré un trait sur l'équipe de France, mais bon, il a compris qu'a priori, il n'était plus dans l'équipe à pied du sélectionneur. On va s'intéresser au… Oui, mais alors, je me permets de te couper quand même. Juste, Martial, 30 secondes. À mon sens, c'est dommage. De se priver d'un Camille Lopez. C'est sûr qu'on n'a pas eu de 10 pendant très longtemps. Là c'est vrai qu'il y a une génération qui a émergé, une sacrée génération, évidemment. Tamac, Jalibert, Carbonel, Aston ou d'autres. Dommage parce que c'est une génération finalement qu'il n'y a pas de transmission, quoi. C'est une génération inexpérimentée. Et c'est dommage, je pense, qu'un Camille Lopez, un ouvreur trentenaire qui a vécu beaucoup de choses et des choses négatives aussi en équipe de France, et ben ça peut servir. Et quand on voit ses performances en ce moment, je me dis qu'il est peut-être pas si loin qu'on le pense de l'équipe de France. Alors, tu parlais de Camille Lopez. Moi, je trouve en effet qu'on assiste au renouveau de Camille Lopez, et on en a parlé ici même dans cette émission, que ce soit Didier ou Christophe. En effet, on a un Camille Lopez qui semble revenu à son niveau d'il y a quelques années, quand il était rayonnant et particulièrement important, aussi bien dans l'animation que dans le jeu au pied. Mais je pense que ce qui rend Camille Lopez meilleur qu'il ne l'a été depuis très longtemps, c'est peut-être aussi à ses côtés la présence d'un Bézi qui non seulement est un facilitateur de jeu, mais rend ses coéquipiers meilleurs. Donc c'est très important. Mais en effet, pourquoi pas un Camille Lopez dans la transmission. Après, Fred, quand tu dis des joueurs qui manquent d'expérience, en termes, tu parlais de Ntamak, il a quand même fait une Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Il connaît la grande Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. Il a déjà gagné un bouclier de Brennus. Donc, oui, la notion d'être dans le alors que c'est une génération à qui quelque part tout sourit, peut-être que cette notion d'être dans le dur, eh bien, il y aurait peut-être de la transmission, quelque chose à espérer avec quelqu'un d'un peu plus mûr et qui lui est passé par des galères physiques comme en termes de résultats. Messieurs, on va passer au centre, et je pense qu'on ne va pas s'éterniser parce que les prétendants à l'équipe de France sont pas légion, hein, c'est un euphémisme. Si on enlève les joueurs étrangers qui évoluent au centre à l'ASM, il nous reste Fofana, Trey, Vili, Gontinéac et Barak. Là, je pense que c'est… Vili, c'est trop tôt pour le dire, mais pourquoi pas un jour Oui. Il en a le potentiel, il est passé par les Bleus lui aussi, mais c'est évidemment trop tôt. Et pourquoi pas un Jean-Pascal Barak d'ici 1 ou 2 ans, c'est pas totalement incongru de l'imaginer s'installer dans le rugby à 15. Rugby à 7, justement. Une carrière à la Vakatawa, à savoir être international à 7 et à 15. Peut-être, effectivement. Mais bon, vous êtes quand même un petit peu sceptique quand même.
Mais c'est tout ce qu'on lui souhaite. Non, j'y crois pas. On termine ce tour d'horizon, messieurs, avec les lignes arrières. On a évoqué les cas donc de Raka et de Penaud. Y a-t-il d'autres candidats pour les Bleus? Ah bah oui. Moi, j'en mets un, mais c'est à mon sens, il y serait déjà s'il s'était pas blessé, mais c'est Samuel Ezeala. Lui aussi, d'ailleurs, qui était dans les petits papiers de Galtier, hein, il avait été sondé, il n'a jamais été vraiment appelé, mais sans sa grave blessure, hein, ça fait de longs mois, ça va faire quasiment un an, un peu moins quand même, qu'il a plus joué, mais lui a son potentiel. À 100% de ses capacités physiques, moi je trouve que c'est un joueur extraordinaire qui a une intelligence, qui défend bien, qui a des qualités athlétiques. Il a vraiment tout pour lui. Et à l'aile, je pense qu'il aurait sa place. Jeff, le mot de la fin? Confirme. Je partage l'avis de Frédéric, en sachant que c'est aussi un joueur fragile, oui. Malheureusement. Et c'est le seul petit bémol que je mettrais par rapport à Samuel Ezeala. Il est fragile, il est hyper talentueux, ça on est tous d'accord pour le reconnaître. Quand il est en pleine possession de ses moyens physiques et athlétiques, en effet, il n'a pas à rougir de la comparaison avec n'importe quel autre joueur, n'importe quel autre ailier international. Je pense à Teddy Thomas, par exemple, une même capacité de franchissement, même qualité de finisseur. Mais il a le petit bémol, c'est oui, en effet, athlète jeune, encore perfectible, mais peut-être un peu trop fragile. Allez, pour terminer, on va faire une synthèse très rapide. Penaud, Bézi, Ituria, Raka, avec une petite réserve pour Jeff et peut-être Fischer. En gros, c'est les 4-5 joueurs sur lesquels on est à peu près d'accord. Je crois. Mais Franck Azema l'avait relevé d'ailleurs en fin de saison dernière. C'est vrai qu'il y a un petit trou générationnel à l'ASM. Il y a eu un petit trou générationnel à l'ASM qui était lié aussi à un peu une fin de cycle. Hein, et donc, un peu plus d'étrangers aussi dans l'effectif. Donc, ça s'est ressenti aussi sur les appelés en équipe de France. Moi, je considère quand même que c'est... Et c'était le mot de Franck Azema à ce moment-là, c'était quand même un problème, contrairement à ce que beaucoup de supporters clermontois disent parfois sur les réseaux. Tant mieux, on n'est pas en de... Et on voit avec Toulouse qui en souffre actuellement beaucoup de la période internationale. Je pense que c'est quand même un problème. Il vaut mieux que les joueurs puissent s'exprimer au plus haut niveau. C'est quand même comme ça qu'ils ont plus de chances de progresser. Allez messieurs, on va arrêter là pour le débat. C'est maintenant l'heure des tops et des flops avant de s'attaquer au quiz traditionnel. Ton top, Fred, s'il te plaît. Mon top, c'était pas très compliqué. C'est l'équipe d'Argentine et sa première victoire historique contre la Nouvelle-Zélande ce week-end dans le Tri-Nation, puisqu'il faut redire Tri-Nation. Mario Ledesma. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est en fait ce qui est fou, c'est au-delà de la performance sportive qui est donc historique, c'est tout le contexte qui était lié à cette performance. Ils ont été en isolement pendant plusieurs mois. Il y a des joueurs, Ledesma disait après le match qu'il y a des joueurs qui n'avaient pas revu leur famille depuis 4 mois. Donc, ils ont été à l'isolement en Uruguay, je crois, d'abord, avant d'atterrir en Australie, là où ils ont disputé le match. L'Argentine, c'est peut-être le pays au monde qui paye le plus lourd tribut là, actuellement, depuis plusieurs mois, plutôt au coronavirus. Enfin, il se passe beaucoup de choses et ils se sont entraînés dans des conditions visiblement dantesques. Ils n'étaient même pas sûrs d'être au niveau, d'être en capacité de jouer un match, et non seulement ils le jouent, mais en plus ils battent ce qui se fait mieux dans le monde. Chapeau à eux, et on voyait toute l'émotion qu'il y avait au coup de sifflet final. C'était quelque chose de très fort. Ton top, Jeff, s'il te plaît. Alors mon top, c'est Amandine Henry. Non, excusez-moi, pardon, je me suis trompé. Thomas Compezou, voilà. Mais c'est à peu près pareil. Hein. Non. C'est Thomas Compezou, voilà. J'ai bien aimé ça. Alors tout le monde lui est tombé dessus après le match. Je le conçois et je le comprends et je l'accepte. Mais j'ai bien aimé que dans une période où on manque singulièrement d'humanité dans le sport, où on manque de liens et de liants, et ben que ce mec-là s'ouvre et il dise ce qu'il avait sur le cœur.
voilà, il avait le sentiment de s'être un peu fait voilà, entubé, comme il l'a dit, enflé. Donc, ça va lui jouer des tours. Il va être certainement suspendu. Il va avoir une amende. Il va se faire taper sur les doigts. Il va être repris de volée, c'est clair et net. Et tout le monde lui est déjà tombé dessus. Mais il a mis de l'humain dans sa déclaration. Et il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Et par les temps qui courent, c'est bien agréable parce que ça nous a bien manqué. Allez, on passe au flop, Fred. Alors, mon flop, c'est Arthur Iturria et l'annonce de sa blessure, puisqu'il va être éloigné plusieurs mois en raison d'une opération à l'épaule. C'est dommage parce que je trouvais qu'il, un peu comme un Paul Gédrasiak, qu'il était en train de remonter la pente. Il avait eu plutôt tendance à stagner ces dernières saisons. Et là, il était sur la pente ascendante. On lui avait confié le brassard de capitaine, ce qui n'est pas rien aussi. Donc, ça veut dire qu'il était amené à prendre du leadership dans le vestiaire, leadership qu'il avait sans doute déjà un petit peu. Puis malheureusement, ça le coupe dans son élan. Donc, c'est une grosse frustration pour le moment, mais on espère évidemment le retrouver rapidement sur les terrains et au niveau auquel on a pu le voir ces derniers temps. Jeff, ton flop? Mon flop, c'est les réseaux sociaux. Pierre Mignoni s'en est ému d'ailleurs dans le journal dans l'édition de ce matin, dans l'excellente interview qu'il a accordée à Christophe Buron, par rapport aux remarques de quelques supporters, suiveurs qui se plaignent et qui disent « Ah, ça arrange bien Lyon que le match n'ait pas lieu. C'est quoi? C'est encore ces cas de Covid. C'est la 4e fois qu'il y a des cas de Covid à Lyon. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter la paranoïa, quoi. Les tests positifs, hein, c'est pas comme au supermarché, hein, on ne demande pas 4, 5, 6 tests positifs pour avoir la paix et ne pas jouer le week-end prochain. Hein. Ça arrangerait. Je suis sûr que Pierre Mignoni préférait n'avoir aucun joueur testé positif au Covid et pouvoir travailler et s'entraîner normalement et préparer ses matchs. Faut halte à la paranoïa, tout simplement. Ouais, parce que sur le coronavirus, il l'a bien expliqué, mais il y a la situation personnelle de Pato Fernandez, qu'on a bien connu à Clermont, qui a perdu son père du coronavirus. Donc, c'est vrai que ce genre de remarques, on peut comprendre que ça les touche un petit peu. Ouais, donc, et on va rappeler qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas, à l'heure où on enregistre ce podcast, on ne sait pas si le match aura lieu ou pas. Il y a de fortes chances qu'il n'ait pas lieu. Allez, on termine avec le quiz, messieurs. Il nous reste juste quelques minutes. Je vous propose le jeu des déclarations. Je vais vous citer une phrase. À vous d'en retrouver l'auteur parmi 3 propositions. Alors, on va commencer avec toi, Fred. L'arrogance, c'est seulement un problème quand tu perds. Si tu gagnes, cela s'appelle la confiance en soi. Qui a dit ça? Guy Novès, Graham Henry ou Eddie Jones? Alors, je connaissais pas l'auteur, mais on peut, suivant le personnage, on peut deviner. Hein. Le premier, c'était qui? Guy Novès, Graham Henry ou Eddie Jones? Je dirais Eddie Jones. Eh oui, Eddie Jones qui a dit ça, effectivement. Jeff, on a Zidane, ils ont Wilkinson. Qui a dit ça? Fabien Pelouse, Bernard Laporte ou Raphaël Ibanez? On a Zidane. Ils ont Wilkinson. On a Zidane, ils ont Wilkinson. Et ils ne parlent pas des rasoirs, hein, c'est sûr. Pelouse, Ibanez ou Laporte. Je dirais, allez, Bernard Laporte. Allez, ton grand ami, Bernard Laporte, effectivement. Fred, le meilleur moyen d'atteindre son objectif au rugby, c'est d'aider les autres à atteindre le leur. Est-ce que c'est Michalak, Dan Carter ou Johnny Wilkinson qui a dit ça? C'est une parole de numéro 10, je pense. Je dirais Dan Carter. C'est Johnny Wilkinson j'hésitais. Qui a dit ça. Autre déclaration, Jeff. Un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas pour éblouir. J'aime beaucoup cette phrase. Alors, je te propose Pierre Berbizier, Pierre Albaladejo ou Jean-Pierre Elissalde. Pierre Berbizier. Albaladejo. Un duel de joueurs de charnière, hein, quand même, entre des 9 et des 10. Hein. Allez, je dirais
ça me permet de passer un petit coucou à La Rochelle. Jean-Pierre Elissalde. Bien joué, Jean-Pierre Elissalde, effectivement. Bon, ça aurait pu être les trois, à mon avis. Hein. Ouais. Autre déclaration, Fred. J'aurais aimé être un All Black. Ça doit être bien de mettre des branlées à tout le monde. Alors, je te propose Richard Dourte, Christian Califano ou Christophe Juillet. Et là, c'est pareil, les trois auraient pu le dire. Je passe un petit bonjour à Christophe Juillet, mais je dirais plutôt Richard Dourte. Tu aurais dû rester sur Christophe Juillet. Très bien. Jeff, le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour, et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains. Jean-Pierre Rive. Bon, voilà, j'ai même pas les elle est connue. Elle est connue, celle-là. Ouais. Même moi, je la connaissais. Alors, il me reste deux déclarations. Fred, le rugby est une bonne occasion pour garder 30 voyous loin du centre-ville. Est-ce que c'est Ernest Hemingway, Oscar Wilde ou Marcel Proust? On fait un peu de culture là, dans le podcast. Oh là là, Oscar Wilde, Ernest Hemingway ou Marcel Proust? Hemingway. Ouais, j'aurais dit non, je dirais Marcel Proust, curieusement. Jeff, c'était pas ta question. C'est Oscar Wilde qui a dit ça, en fait. Bon, d'accord. Allez, dernière déclaration, elle est pour Jeff. Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. Qui a dit ça? Pierre Villepreux, Bernard Laporte ou Jean Prat? Jean Prat. Eh ben non. Villepreux. Voilà. J'hésitais. En tout cas, voilà, ce podcast est maintenant terminé. Vous pouvez bien évidemment nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast. Monsieur, merci beaucoup pour vous être livré à cet exercice périlleux. Et on se dit à bientôt. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt, Greg. À bientôt. Appelle-moi Greg, oui, c'est ça. Ah oui. Salut.